père aime. Les Veuves, le dernier film de Steve McQueen. Something happened tonight, something bad. I need help. À Chicago, 4 hommes trouvent la mort dans un braquage qui tourne mal. Les 4 veuves décident d'unir leurs forces pour terminer le travail. Ensemble, elles sont capables de tout. Our husbands aren't coming back. We're on our own. Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Robert Duval et Liam Neeson. This is for guns. Guns? From where? Figure it out. Les Veuves, le 28 novembre au cinéma. Un film France Inter. Y a-t-il quelqu'un en commande de par Jupiter ce soir? Oui, chef. Oui, on est là. Formidable. Au boulot les enfants, c'est parti. Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve demain pour les flashs durant la journée. Allez, nous on démarre. Salut les amis. Salut Guillaume. C'est super, aujourd'hui on reçoit un collègue. Hein? On reçoit un écrivain. Ah ouais, comme ça, Oh toi. là, ouais. Ah ouais. Ça va, t'as pas eu le prix Goncourt, Ah hein? bah, ouais. Lui non plus, il n'a pas eu le prix Joncourt. Ah, c'est brillant. Ouais. J'ai pas compris. Prix Bon, Joncourt. on reçoit Serge Joncourt, Ah. un des écrivains majeurs de notre époque. Goncourt. C'est Bah, ça. t'es meilleur en jeu de mots qu'en littérature, mon pote. Ouais. Serge Joncourt, Oui. son Ouais. nouveau roman s'intitule Chien loup, c'est une fresque qui se déroule sur 100 ans. Ah bah ouais, je savais parce qu'entre écrivains on se donne quelques trucs donc on se Et connaît. c'est marrant, mais Serge Joncourt a publié son premier roman à 37 ans. Ah bah voilà, premier roman à 37 ans comme moi et je vais devenir un des écrivains majeurs de notre Ouais, époque. ouais, enfin, ça fait longtemps qu'il écrit et lui il a commencé Oui. à 12 ans. Ah, qu'est-ce que tu faisais, Oui. toi, entre 12 et 37, mon Ouais. vieux? Moi j'étais plus à la recherche du temps perdu. Ouais, comme on dit, lui il est allé voir ce qui se passait dans la vraie vie. La vraie vie. Alors ça je connais pas bien moi. Il était maître nageur, puis il a travaillé dans la pub. Alors, moi Mais- aussi, je vais écrire, hein. J'ai pas mal de choses dans les tiroirs. Ah d'accord, et quoi par exemple? Alors, par exemple, j'ai un très beau roman d'amour sur une femme plus âgée qui est harcelée par un type plus jeune et qu'elle refuse. Non mais attends, c'est pas un roman Alex, c'est ta vie ça. Enfin, c'est malin, Bukowski, il racontait ce qu'il vivait. Il racontait ce qu'il buvait. sans Ouais. doute. Bon, Rimbaud Verlaine, là, vous arrêtez de vous la péter, ouais, vous allez écouter Non, notre attends. invité, c'est un véritable écrivain. Oui, mais Et Rimbaud, Verlaine, non. Non, Parce ça que- nous arrange pas parce qu'Alex et moi on on se. il y a Enfin, par pas de rapport à la sexuelle. Ouais. Enfin, Ouais. Baudelaire et Villon, quoi. Voilà, là, Ouais. c'est pas la Ouais. même époque, donc c'est bon, ils se parlent Parfait. Ouais, Musso et Lévy, là, vous me fatiguez. pas. Non, bah non. Ah non, non. Bonjour la France Inter, nous sommes le mardi 27 novembre 2018 et voilà déjà 7 jours que Carlos Ghosn est détenu au Japon. À raison de 3 bols de riz par jour, Carlos en est à son 21e bol de riz. Courage gros. Pendant ce temps, le monde continue de tourner, alors voici de ces nouvelles en 3 actualités. Le gouvernement va essayer de favoriser la mobilité dans les territoires. Car aujourd'hui, c'est la fracture territoriale qui divise les Français. Le terme France périphérique fait débat, mais il traduit la relégation de certains coins de la France. J'ai fait le calcul. On a 18 heures de route. Ça fait 6 tranches de 3 heures chacun. Et j'ai déjà fait le point sur tous les endroits où on pourra assurer les relèves. La fameuse France périphérique est aussi celle peuplée de loups qui menacent les troupeaux, celle qui a réintroduit l'ours slovène. Comment cohabiter avec ces animaux sauvages? C'est une question prioritaire pour les uns et à milieu pour d'autres, les urbains. Il faudrait prévenir la gendarmerie parce que j'ai rencontré des loups et un ours. La proportion de gens qui aspirent à la déconnexion augmente. Fracture territoriale encore, puisque dans certains endroits, les gens aimeraient bien pouvoir accéder à la connexion. Est-ce que Internet, ça passe à travers les branches? Parce que comme je dois skyper les enfants tous les jours. Et Alex Vizorek est là. Il est là, bien sûr. Et oui, cette transition qui n'a pas été écrite, eh ben c'est pas grave, vous méritez Oui, quand même. bah, si vous aviez fait moins le bazar dans le bureau, j'aurais eu le temps de l'écrire. Eh ben, vous savez la faute à qui c'est, je vais vous les présenter. À 17h20, celle qui revient d'une tournée mondiale à Bruxelles. Et je le sais. Bruxelles, Oui, vous. oui, Bruxelles, pardon. Ah Sur oui. son compte Instagram, elle a posté la photo devant le restaurant La Moule d'Or. Bonjour Constance. Bonjour. Alors, on a passé un bon week-end à Bruxelles. Oui, c'était bien. Et de quoi on va parler? On va parler de drogue. Très bien, oui, il y a du lien. 17h30, lui, c'est le vegan d'or. Mais le problème, c'est qu'il a le sommeil trop léger. C'est vous, Guillaume Oh, Meurice. c'est joli. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler féminisme aujourd'hui. Je suis allé voir les Français parce que la cause avance. Je sais pas ce que c'est être féministe. Ouais, ça avance lentement, mais ça avance. Et à 17h40, celle qui vérifie bien sur la bouteille qu'elle achète au supermarché si l'étiquette médaille d'or. Hein, on fait tous ça. On sait pas ce que ça vaut, mais c'est bon de boire un gagnant. C'est vous, Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour. De quoi on parle? Eh bien, puisque Guillaume parle de féminisme, je vais parler d'animaux. On n'est pas sérieux. Et voici celui qui va nous aider à lire entre les lignes de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Serge Joncourt. Oui. C'est classe. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Vous publiez Chien loup chez Flammarion.
Serge Joncourt. Ah oui, tout à fait. Alors, vous racontez l'histoire d'un village qui s'appelle Orsières-le-Bas, Oui. qui se trouve dans le Lot, Oui. si je me trompe. En 2017, vous le racontez, un couple, on peut dire, de bobos parisiens qui vient y passer ses vacances pour vivre déconnecté de tout. Mais aussi en 1914, quand le tocsin a sonné, que le village va se vider de ses hommes. Vous alternez les deux époques dans un mouvement de balancier, un chapitre sur deux, 1914 puis 15, 2017. Je dirais que dans la construction du roman et la manière dont le lecteur chemine dans le roman, c'est comme si on grimpait une colline sur un versant et puis sur l'autre versant. Versant sud, versant nord, 14, 2017. Et puis, il n'y a que quand on arrive au sommet... Mais non, mais attendez, c'est que le début. Et quand on arrive au sommet, que tous les fils se touchent et qu'on a un panorama et que l'intrigue est dévoilée. Je l'ai vu comme ça. Alors, première question, sauf si vous trouvez que c'est pas... Ah non, j'avais l'image. Je vous voyais grimper les deux versants en même temps. C'était épuisant. C'est 500 pages, hein, donc c'est pas que métaphorique. Où puisez-vous l'idée de départ, Serge Joncourt ? Est-ce que c'est raconter Orsières pendant la Grande Guerre, l'idée de départ, ou c'est Orsières en 2017 raconté à travers les yeux de deux urbains? Quelle histoire a entraîné l'autre ? Oui, je ne sais pas à vrai dire. Enfin, les deux. L'histoire du dompteur, elle est un peu vraie. Je l'ai un peu réaménagée. Il y a un dompteur allemand pendant la Grande Guerre qui est réfugié pour éviter d'être réquisitionné. Voilà. Alors, il a vraiment existé. Lui, sauf que c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça m'arrangeait de le déplacer un peu. Bon. Oui. Et qui était dans une maison sur une hauteur comme ça. Et puis moi, de la même façon, quand je vais dans le Lot, je vais dans une maison qui est sur une hauteur dans le même dispositif. C'est-à-dire, quand on est au-dessus des autres, on a le sentiment un peu d'être hors du monde et hors connexion. Ce qui est le cas, ce qui est vrai aussi dans le roman, elle l'est aussi dans la vraie vie, quoi. Donc c'est des sortes de territoires, on parle en ce moment de mobilité, là, pour le coup, on est très très loin, y compris de la route. Hein, vous voyez, parce que ça, c'est pas rien quand on est loin de la route. Ça, vous allez nous le raconter tout à l'heure, c'est le sujet, hein. Il ne faudrait pas déflorer. Non. Vous dites pas ce que vous voulez ici, hein, mon pote. Oui, je vois bien. J'ai senti vos regards se durcir. C'est pas les guignols de la grande librairie, hein, c'est autre chose, quoi. Pour en revenir à la jeunesse, je vous posais l'idée quelle histoire a entraîné l'autre. Donc, c'est d'avoir découvert, c'est là que vous habitez aussi de temps en temps, quelques mois de l'année, vous avez découvert cette histoire d'un dompteur allemand. Oui. Et c'est de là que ça part, donc. Oui, voilà. Alors lui, il était à 10 km, mais il était dans cette disposition-là. Oui, c'était quelqu'un qui avait pris sa retraite, en fait. C'était probablement le plus grand dompteur. Alors parler d'un dompteur aujourd'hui, c'est prendre un risque. Hein. Et je suis sûr que dans 20 ans, si le livre existe encore, des mots me diront que c'est quoi un dompteur ? Parce qu'il n'y en a plus, quoi. C'est interdit, il ne faut pas en parler. Bon. Mais le dompteur, moi, quand je l'ai connu il y a 30 ans, c'était encore un personnage. En plus, il était toujours... il était en retraite, mais ce qu'on voyait de lui sur les photos, habillé en Spartacus, torse nu, avec 20 lions autour de lui, il était dompteur chez Barnum, ce qui n'est pas rien, quoi. Et en même temps, se retrouvant là-bas dans le Lot, il y avait une forme d'incrédulité. On n'y croyait pas vraiment. Est-ce que vraiment il a été dompteur pour bleu ? Il intrigue, il inquiète. Oui. Là, vous le placez donc en 1914. L'autre versant de l'histoire qui alterne, c'est ce couple qui est au même endroit, Orsières-le-Bas et Orsières-le-Haut, c'est le gîte qu'ils ont loué pour se déconnecter totalement. C'est Franck et Lise, lui est producteur de cinéma, elle, actrice un peu dans le creux de la vague qui sort d'un cancer. Et ils veulent se déconnecter de tout, être isolés. Et pourtant, c'est eux qui racontent notre époque. C'est-à-dire qu'ils sont dans un gîte perdu, ils sont déconnectés. Il y a Franck qui est là, le bras tendu, qui parcourt toutes les collines pour essayer d'avoir une barre de réseau. Ils sont au milieu de nulle part, il n'y a rien. Et pourtant, vous racontez notre époque, 2017, à travers eux et ce lieu. Oui, alors... Il est producteur de cinéma, ce qui est un métier en soi un peu... On n'en parle jamais des producteurs de cinéma, alors que ce sont eux qui sont à la base de ces projets-là. Un film, c'est pas rien de faire un film, quoi. Ils sont des êtres qui, à tout moment, doivent rassurer les comédiens, le réalisateur, le scénariste, le banquier, très souvent. Enfin bon, c'est des gens hyper sollicités, qui sont dans une position comme ça, qui doivent être joignables à tout moment. Donc lui, de se retrouver là-bas, c'est un vrai problème. Alors que Lise, sa femme, c'est ce qu'elle recherchait, parce qu'elle se sent traversée par toutes ces ondes. Et moi, de la même façon,
quand j'ouvre mon portable, là, j'ai des propositions de Wi-Fi. Chez moi, il y en a 40. Attention, parce que ça, c'est le sujet 3. Oui, non, mais... non. Je plaisante, continuez. Encore en jeu. Vous voulez dire que Franck, c'est un peu vous, ce désir de déconnexion totale, cette espèce de fantasme d'être au milieu de nulle part, c'est un peu vous. Vous habitez aussi là-bas, vous avez envie de vous déconnecter. Ah ben oui, mais je serais plus lisse, oui. C'est-à-dire, les premières 24 heures, je suis franc, c'est-à-dire c'est très problématique de ne plus avoir de réseau. Et finalement, dès le lendemain, on s'en remet assez bien. Et ça, c'est une expérience qu'on devrait tous se proposer de faire. D'ailleurs, peut-être que ça sera, d'ici 15 ans, un exercice obligatoire dans la pédagogie, dans les écoles, de vivre une semaine sans portable pour voir ce que ça donne. Ça a l'air facile comme ça, mais vraiment, ça fait du bien. Mais vous dites que c'est seulement 24 heures, le temps de se dégager de l'addiction pour le téléphone ? Alors, ça, c'est le sujet 3. Hein. On est en train déjà de faire le sujet 3, moi je vous le dis. Hein, mais... Je retire ma question. Non, gardez-la, il y a du suspense. Gardez-la pour tout à l'heure. En attendant... Je n'ai pas le droit de vous répondre. Musique. Non, on va revenir beaucoup à Chien Loup, paru chez Flammarion, de Serge Joncourt qui est avec nous. On a jusqu'à 18h, on a le temps. Bailler et dormir, Jim Murple Memorial, la programmation musicale c'est Djoubaka. Dans le manche-disque, à la technique, c'est Clément Vuillet qui a mis le disque. Clément Vuillet, alias la fée de la régie. On l'embrasse. Oh là là, ça flirte là quand même un non, petit peu. parce que Clément Vuillet, à la technique, il est avec son petit chiffon, son petit il nettoie tout. J'ai vu, c'est la fée de la régie. Et il entretient le matériel. C'est ça, Radio France aussi. Il a le sens du service public. Notre invité, c'est Serge Joncourt, qui publie Chien Loup, paru chez Flammarion. Et oui, et autour de la montagne de la littérature, nous avons Constance, nous avons Guillaume et nous avons Juliette. Ah, j'ai oublié le journal. C'est pas vrai. Ah non, attendez. Ça va bien se passer. Restez là, les auditeurs, les auditrices. Cherchez. Moi, j'ai bossé. Restez au moins jusqu'à ma chronique, ça va bien se passer. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me l'apporter? En attendant, comme ça, je peux dire qu'il est... Non, mais s'il y a eu du bazar dans le bureau avant l'antenne, ça m'a perturbé. Il est 17h22 à Orsières-le-Bas. Merci, Paul.
Voilà, je peux faire le journal parce que je l'ai en main. Ça y est. C'est Paul Plumet, notre stagiaire. Merci de ne pas avoir On zappé. entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du monde. Journal de presque 17h17. Ah, c'est le châtiment. Faites pénitence. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a annoncé que la fiscalité sur les carburants pourrait être atténuée si le prix du pétrole s'envole. Eh oui, je crois que si la fiscalité sur les carburants ne s'atténue pas plus vite, c'est surtout lui qui va devoir s'envoler rapidement pour quitter le pays. Toujours selon le président, on ne peut pas être le lundi pour l'environnement et le mardi contre la hausse du carburant. En revanche, a priori, on peut être le lundi pour l'environnement et le mardi contre l'interdiction du glyphosate et pour la baisse du prix du permis de chasse. Et les brèves. Et oui, Macron peut bien arrêter les centrales nucléaires. Moi, j'arrête pas les brèves. C'est pour ça que j'avais essayé d'oublier le journal pour oublier les brèves et ça n'a pas marché. C'est bon pour l'environnement, les brèves, hein, ça c'est Ouais. connu. Je crois pas, je si, crois pas. si. Allez, c'est l'événement, l'allocution du président aujourd'hui. Il a notamment annoncé qu'à l'horizon 2030, la production éolienne sera multipliée par 3. Et encore, si comme elle l'a dit, Ségolène Royal revient en politique pour se présenter à la présidentielle, je pense que ça va beaucoup tourner. Quant aux gilets jaunes à présent, Emmanuel Macron veut 3 mois de débat. Alors, Et il dit « J'entends la colère et je ne me déroberai pas. On doit expliquer aux gens pourquoi ils payent des impôts. » Eh oui, il faut leur expliquer, hein, et bonne chance pour leur expliquer que c'est pour acheter de la nouvelle vaisselle à l'Élysée et pour payer les gueuletons à 200 balles de Gérald Darmanin. De son côté, le ministre de l'écologie, François de Rugy, c'est déjà une vanne, reçoit actuellement les 8 représentants des gilets jaunes. Et oui, connaissant le pédigré du bonhomme, il va tout de suite essayer de voir si le gilet est réversible comme sa veste. À Béziers, Robert Ménard a siégé au conseil municipal en gilet jaune. Et oui, Robert Ménard, en matière de récup, il est au même niveau que les toilettes sèches. Autre action, plusieurs centres d'impôts ont été murés pendant la nuit. Ouais, c'était ballot, c'était pile la nuit où Patrick Balkany avait décidé de venir déposer la sienne. International à présent, Donald Trump dit ne pas croire aux conclusions d'un rapport alarmiste d'experts américains sur le changement climatique. C'est marrant parce que Trump, il croit qu'un mec a marché sur l'eau et a multiplié des pains. Retour en France avec le député de l'Oise, Olivier Dassault, qui veut expérimenter les 150 km/h sur autoroute. Oui, Olivier Dassault, ça lui suffit pas de vendre des armes pour que les gens meurent, alors il cherche des nouvelles idées et c'est créatif de sa part. Et ce matin, Nadine Morano était l'invitée d'Europe 1. Et oui, et Nikos a eu la bonne idée de lui demander ce qu'elle pensait de Nicolas Canteloup. Si je peux me permettre de lui dire s'il pouvait travailler un peu ma voix, parce que franchement, qu'est-ce qu'il est mauvais. Bim oui, mais c'est quelqu'un de solution, alors elle a proposé ceci. Je suis prête à prendre un pot avec lui pour qu'il s'entraîne un peu et puis qu'il connaisse un peu plus ma personnalité parce qu'il me fait toujours passer pour une espèce de facho. C'est fou ça. ça. Ouais, il a fait passer pour une fauche. C'est pas bien, Non, Nicolas. il a pas travaillé. Fait divers à présent. Jonathan Daval a écrit dans son ordinateur un scénario sur la disparition de sa femme. Et oui. Ah, il est bon. Mais quand on voit la rapidité avec laquelle on a compris qui était le coupable, on se rend compte que c'est un scénariste français, comme les autres. Et les brèves. Oui, alors attention, je me moque des Français, mais attention, la presse belge a annoncé cette semaine, c'est la semaine de la frite flamande, qui sera suivie la semaine prochaine par la semaine de la frite wallonne. Ah, voilà. C'est vrai que ça aurait été tellement con de faire une grande semaine Eh de oui, la frite belge. ils n'y ont hein. pas pensé. Bien sûr. Et on termine par la nouvelle initiative de France Inter. Et vous faites quoi pour la planète? Pour la planète. Et oui, nous devons poser cette question à Qu'est-ce tous qu'il est beau, ce tous les jingle. invités. Alors, grâce à ça, ce matin, on a appris pour Bruno Retailleau J'ai équipé une partie de ma maison d'une toiture photovoltaïque. et pour Agnès Buzyn. J'avais envie de vous dire que ça fait des années que je ne prends pas de bain, mais alors vous allez penser que je suis sale. Non, je voulais dire que Alors, j'ai la remplacé douche, les la bains douche. par des douches. Eh oui, panneau voltaïque et bain à la place des bains, et douche à la place des bains. Youpi, youpi. La planète est sauvée. Sauvée. Voilà. Et c'est tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, du matin au soir. Ne rigolez pas. Eh bien, vous n'allez pas échapper à cette question, Serge Aïe, Joncourt. aïe, 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 aïe. Et vous faites quoi pour la planète? Pour la planète. Au quotidien. Vous n'êtes pas obligé de répondre en chantant. Ben non, j'ai une bouteille en verre et un Parce que verre vous la en- donnez. et en verre. Ah bah oui, bah ça, c'est nous qui l'avons donné. Je ne bois que dans le verre des autres. Ah, qu'est-ce que vous faites sinon? Qu'est-ce qu'on Non, pourrait mais je trouver suis- Qu'est-ce non, qu'on mais- pourrait trouver sinon que vous pourriez faire à partir de ce soir en rentrant hein? Je suis vigilant. Je ne prends pas l'avion. Jamais. C'est vrai. Oui, ça c'est bien. Ça Oui. déjà, c'est énorme, oui, c'est vrai. Alors, j'en ai peur, certes. Ah voilà. Mais quand même, si je voulais, je pourrais. Non, mais vraiment, ça relève Oui, du oui. principe. Vous prenez le train exclusivement. Le train sans Pourtant, arrêt. vous sillonnez la France. Oui, tout à fait. Au fil de l'étoile ferroviaire, ce qu'on appelle l'étoile de Legrand, parce que c'est lui qui a conçu cette étoile ferroviaire. Quand vous regardez une... D'ailleurs, tout est dit quand on regarde une carte SNCF. Vous savez, Ouais. dans les TGV, vous en avez une un peu schématique. Ça confine comme ça. L'étoile de Legrand, c'est pas par hasard qu'on l'a appelée comme ça. Tout va vers Paris. Vous regardez la Deutsche Bahn, c'est pas comme ça.
Vous regardez en Italie, c'est pas comme ça non plus. En France, il y a Paris et puis le reste, quoi. Donc... C'est déjà le sujet. Hein. On met le son du sujet. Joué, c'est une belle mais le son du sujet, parce que c'était ça sur la fracture territoriale. On va continuer à en parler avec vous, parce que c'est la chienlit du moment quand même. Enfin, ça fait longtemps, mais maintenant que ça gueule, voilà. Faut trouver des solutions de mobilité dans les territoires. Voilà. Hors des grandes villes, les déplacements sont une prise de tête quotidienne. Vu de Paris, on s'en rend pas trop compte, jusqu'au moment où on doit passer le périph'. Alors mes parents fêtent leur noce de crêpes ce dimanche au Touquet. Enfin, juste à côté, à Cutrépied. Au fait. Je dois partir dès ce soir. Le train pour le Touquet étant à 6h, il me semble plus raisonnable d'être à la gare à 5h, sachant qu'il faut 25 minutes de métro pour aller à la gare du Nord. Je préfère compter 1 heure, ça me fait partir à 4h. Je mets 8 à 9 minutes pour rejoindre la bouche de métro. J'aime autant prévoir 20 minutes. Gomez, je vous ai dit au fait. Oui. Le temps de ranger mes affaires, de fermer la porte, de dire au revoir, de vérifier que la porte est bien fermée. 10-15 minutes, et comptons 20. C'est un extrait de la série Au service de la France. Donc on a commencé à répondre à ce sujet. C'est vrai que vous vivez une partie de l'année dans le Lot. Vous vivez aussi à Paris. Vous êtes connu pour sillonner véritablement la France de façon très méticuleuse. Vous avez un gros concurrent en ce moment, c'est François Hollande qui fait pareil. Quand on est à 90 je le croise, j'ai croisé plusieurs fois. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment du maillage et des problèmes de connexion aussi de certains territoires. Est-ce qu'il y a par exemple des endroits ou peut-être même des salons du livre qui sont très difficiles à joindre ? Oui, absolument. Enfin, il y en a qui sont longs à joindre. Il y en a qui sont... il faut en passer par le car, enfin le bus Macron, le fameux, là. Le Ouibus. Le Ouibus, oui. Qui devient bientôt Blablacar. Vous êtes au courant ? Oui, vous allez devoir prendre une voiture partagée avec François Hollande et tout ça. Oui. Oui, mais ça risque d'être... Il a beaucoup d'humour, ça pourrait être drôle si c'est lui qui conduit. Enfin, non, si c'est moi qui conduis. Mais quand même... Il faut dire une chose, c'est le TGV. C'est une petite merveille, ça, quand même. Parce que là, j'arrive de Bordeaux en 2 heures. Ouais. C'est étourdissant. Quand je vois que Cahors est à la même hauteur quasiment et qu'il faut 6 heures, je me dis, mais est-ce que le monde est mal fait. Est-ce que tout n'est pas misé sur le TGV, justement ? On voit tellement le TGV, on mise tellement dessus qu'on oublie peut-être d'autres lignes et on les néglige. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grosse colère là-dessus aussi. Pas que ça, mais que ça fait partie du gros coup de poing sur la table en ce moment. C'est un peu ça le problème, mais n'oublions pas les TER qui sont là, qui ont une vocation très importante, en particulier celle de vous rappeler à quel point le gazole ça pue, quoi. Parce que quand vous êtes une correspondance comme il y a 2 jours à Strasbourg, là, en venant de Colmar, vous attendez votre TGV pour vous ramener vers Paris, il y a le TER qui est là, qui continue à fumer sous ce hall là. Vous savez, il pourrait l'éteindre son truc, moi. Ça me révolte, quoi. Et pour ça la pue, planète, pour la... Oui, voilà, un petit geste. Conducteur de train. On l'invitera, ce conducteur qui tape pas sa locomotive là-haut. C'est aussi pile le sujet aussi de votre roman, avec ces 2 Parisiens qui veulent s'extraire de la ville et aller se perdre le plus loin possible. D'ailleurs, Franck, le héros, loue un 4x4 pour monter une pente assez vertigineuse et aller au village le plus proche pour faire des achats, etc. Et quasiment une expédition. Oui, c'était la contrainte. Alors, il faut dire que ce gîte était disponible à la location fin mai. Hein. C'est un indice, quoi. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Et alors, effectivement, en dehors du fait qu'il n'y ait pas de réseau, il n'y ait pas Wi-Fi, etc., il y a un chemin qui est impossible à monter avec une voiture, on va dire, classique de roues motrices, quoi. Et voilà, ça c'est un dispositif qui existe, enfin c'est un peu celui que je rencontre moi quand je vais là-bas. Et en même temps, c'est une mise à distance, enfin ça nous met dans un autre temps, un autre rythme aussi, oui. Le rythme de lecture de Chien Loup paru chez Flammarion par Serge Joncourt qui est avec nous. Et à vos côtés, il y a Constance. Ouais. Alors, je fais toujours un petit rire comme ça. Vendredi 30 novembre, c'est la journée mondiale contre la méthamphétamine. Et j'aimerais profiter de cette journée contre la drogue pour vous parler des lobbies pharmaceutiques. Attention, si vous pensez encore que le serment d'Hippocrate a une quelconque valeur éthique, je vous conseille de ne pas écouter ce qui va suivre. Voilà, moi je suis migraineuse chronique depuis l'âge de 13 ans et je vis avec cette maladie donc depuis 20 ans. Alors oui, vous êtes bon au calcul, j'ai 33 ans. Et oui, la migraine est une maladie et non, ça n'est pas simplement un mal de tête inventé par une nana qui voulait échapper à une soirée levrette du samedi. La migraine est une douleur absolument atroce qui occupe généralement une partie de la tête et qui te fait dégueuler tellement t'as mal. Et quand t'as une crise, ça peut durer entre 1 journée et 10 jours
sans s'arrêter. Moi, souvent, quand ça dure plusieurs jours, j'ai envie de mourir. Je veux dire encore plus que d'habitude. Et puis, socialement, c'est très cool comme maladie. Par exemple, l'autre jour, ça m'est arrivé dans le métro et j'ai vomi dans un sac à caca de Raoul devant tout le monde. Donc, je vous rassure, le sac était vide, voilà. Parce que Raoul n'avait pas encore fait sa petite crotte. Donc, ça, c'est cool. Mais ce qui est moins cool, c'est que cette douleur te fait rentrer chez toi en pleurant parce que souffrir à répétition, c'est nerveusement compliqué. Et ce qui est rigolo, elle est géniale, ma chronique, elle est drôle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au bout d'un moment, plus aucun médicament ne te soulage. Alors tu vas voir ton médecin généraliste qui te dit que tu dois consulter un neurologue parce que tu prends trop de médicaments et que le neurologue va te prescrire un traitement de fond pour essayer de prendre moins de médicaments. Un traitement de fond, c'est des médicaments que tu dois prendre tous les jours pour essayer de prendre moins des autres médicaments. Si t'as pas fait médecine, tu comprends pas. Voilà. Et alors là commence la grande blague des différents traitements de fond et des formidables effets secondaires. Les anxiolytiques qui te font prendre 10 kilos, les antiépileptiques qui te font hurler la nuit parce que tu vois des gens dans ta chambre qui viennent t'étrangler, les bêta-bloquants, c'est vrai tout ça, les bêta-bloquants qui te fatiguent et te transforment en chose molle. Et ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'aucun traitement ne fonctionne. Alors tu te tournes vers les médecines dites parallèles et là tu tombes sur des gourous qui veulent te guérir en te faisant boire de la poudre de chauve-souris, en te promettant que le doigt dans le cul sous hypnose c'était totalement nécessaire. Et ce qui est usant quand tu souffres, tout ça c'est vrai, et ce qui est usant quand tu souffres, c'est tous ces gens qui te promettent de te guérir, tous ces gens qui ont soi-disant un don mais certainement pas celui de l'humilité. Naturopathe, éthiopathe, ostéo, hypnose, acupuncture, messe des malades, marabout, magnétiseur, guérisseur, putain j'en ai perdu de l'argent et de l'espoir. Récemment, un traitement a enfin été trouvé. Il est sorti aux États-Unis et en Suisse. Il coûte 6 400 € par an. En France, il ne sort pas parce que la sécurité sociale ne peut pas le rembourser. Donc moi, je vais aller voir mon banquier pour faire un crédit pour essayer de me soigner. Alors non, c'est vrai que cette chronique n'est pas très très drôle et je suis partagée entre l'espoir d'être enfin soulagée et la tristesse de me dire que pour pouvoir se soigner, il faut avoir de l'argent. Voilà. Je veux dire, j'ai besoin de confier cette colère parce que cette société dans laquelle nous nous enfonçons, où les hôpitaux sont gérés par des actionnaires, nous parle quand même plus de rentabilité que d'humain. Et on a beau essayer de me persuader que la science avance, ce qui est sûr, c'est que pour en profiter, il faut avoir du pognon. Bisous. Merci Constance. Ça vous est déjà arrivé d'être confrontée à ça en va monter sur scène par exemple? Oui. Moi je me bourre de médicaments depuis des années et voilà. Et je voulais parler vraiment de la migraine parce que il y a beaucoup de gens qui sont concernés, qui se sentent très très seuls parce qu'on ne trouve pas vraiment de solution. Et là il y a cette solution qui vient de sortir, mais qui est hors de prix et qui est absolument pas remboursée. Et qui coûte un pognon de dingue. C'est ça. Et c'est terrible en fait. Ça devient comme aux États-Unis. Voilà, c'est nul. Mais vous avez bien fait de pousser cette gueulante, Constance. Merci beaucoup. On peut vous réécouter, bien sûr, sur franceinter.fr. Où il y a de la musique sur France Inter aussi. C'est ça aussi, la radio de service public. C'est la bonne musique. Et la bonne littérature. Serge Joncourt est avec nous. Il publie Chien-Loup chez Flammarion. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Et on va parler de bêtes sauvages après Guillaume Meurice. Il y a un lien. My dream, I see you there. Your eyes fixed in a vacant stare. A little laugh, a crooked smile. Don't lift a finger while I lay dying. Bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more 'cause you took all of it. Sha-la-la. Was a day when I did believe the things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more 'cause you took all of this. Sha-la-la. Sha-la-la. Shooby-dooby-dooby-doo. Shooby-dooby. Shooby-dooby-dooby-doo. What becomes of men like me, drifting off, lost at sea? I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry. Sha-la-la. You drank all the blood.
Sha-la-la, bone dry. You took all of it, sha-la-la. Is Bone Dry, vous écoutez France Inter par Jupiter. Tout le monde est un petit peu dissipé, je ne vous le cache pas. Mais on est très excités aussi, c'est Serge Joncourt qui publie Chien loup chez Flammarion. Juliette Arnaud va en parler. On va parler de bêtes sauvages, tiens, on va parler d'ours, de loups, de trucs que nous, en ville, on ne connaît pas du tout. On compte vraiment beaucoup sur vous, Serge Joncourt. Et en attendant, voici Guillaume Meurice. On va parler féminisme aujourd'hui parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. On a eu notamment l'avis d'Alain Delon. Et c'est vrai que ça nous manquait. Ça nous manquait énormément. Il a plus précisément parlé de machisme. C'était sur France 2. Je sais pas ce que vous appelez machiste. Une gifle, c'est machiste. Oui, j'ai dû être machiste. Ah là 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 là, Alain, je sens que le prix Simone de Beauvoir va encore t'échapper cette année. C'est ballot alors. Puisqu'on parle Cinoche, on peut parler aussi Bertolucci, qui on rend hommage partout, mais qui a été le premier à filmer une scène de viol sans prévenir la comédienne. On salue quand même Bertho, en espérant que l'enfer est peuplé de Marc Dutroux et qu'il a été réincarné en Mannequin Peace, en lui souhaitant une bonne fin d'éternité. Mais moi, je voulais savoir où en était la société française après la marche Nous Toutes de dimanche, qui, je vous le rappelle, a fait 0 blessés graves et 0 interpellation. Un bilan terrible pour BFM TV et CNews, qui avait du coup absolument rien à filmer dans cette manif. Pascal Praud aurait même tenté de mettre fin à ses jours en lisant l'UMA dimanche, des images qui font froid dans le dos. Alors, je suis allé voir les Français dans la rue pour enfin constater que ça y est, tout le monde est féministe, ça y est, enfin presque. Je suis ni l'un ni l'autre, ni macho ni féministe, aucun extrême. Vous pensez que le féminisme c'est un extrême ? Je pense que des fois ça va trop loin. Ouais. Comment par exemple ? Le féminisme, je vois pas pourquoi on donnerait tout aux femmes aussi. Voilà, parce qu'on les voit venir, les Juliette Arnaud et les Constance, extrémistes, ça fait des chroniques mignonnes, ça montre ses miches, mais on sait très bien, ce qu'elles veulent c'est prendre le contrôle du monde. Alex, restez pas là comme un gland, putain. Vous inquiétez pas, je suis vigilant. Ouais, mais c'est pas avec vos brèves à la con qu'on va s'en sortir. L'heure est grave, merde. Bon, on garde nos nerfs, monsieur. Écoutez, j'ai rien contre les femmes. Vous avez rien contre les femmes ? Oh mais non. Pour parler des femmes, je pense simplement qu'elles sont comme toute personne, comme les hommes. On a des priorités dans la vie. On ne peut pas à la fois mener une carrière professionnelle et à la fois avoir des enfants. C'est tout. C'est pas. Sinon, j'ai rien contre les femmes. Voilà, c'est plutôt pour donner des conseils. Ça, c'est quand même, je dirais, plutôt sympa. C'est fair play. Donc, si vous pouviez plutôt rester à la maison pour torcher le cul des mômes, ce serait mieux quand même pour tout le monde. La gestion des affaires, c'est plutôt un truc de mec. Depuis que les hommes gèrent le monde, quand même, c'est pas dégueu. Je suis désolé de vous le dire. Oui, il y a des famines, oui, il y a des génocides. Mais qui est-ce qui a inventé le laser pour l'épilation intégrale du sillon interfessier ? C'est quand même un gars. On ne demande pas de médaille, mais juste une petite reconnaissance, c'est sympa. Bon, on reste quand même pour le féminisme, parce que le féminisme, c'est quoi ? Le féminisme, les femmes sont adorables. Ouais. Et il faut qu'elles continuent. Il faut qu'elles continuent à être adorables ? À être adorables et à être des femmes. C'est-à-dire des êtres différents des hommes. Voilà, vous êtes adorable. Mais quand vous lisez France Football, je suis désolé, c'est non. C'est non. Est-ce qu'on lit, nous, Bonne Femme Magazine ? Non, non plus. Donc les femmes, c'est les femmes, les hommes, c'est les hommes. Parce que ce monsieur, il a peur que ça change. Pourquoi il a peur ? Parce que, préférant les femmes, je voudrais pas qu'il y ait des femmes hommes. Qu'est-ce que vous appelez des femmes hommes ? C'est des femmes qui se prennent pour des hommes. Mais alors elles font quoi ? Elles font tout ce ne font pas les femmes, de préférence, mais néanmoins, elles revendiquent une appartenance différente. Wow. C'est pas très clair, ça. Mais je cherche pas à être clair. Voilà, c'est bon, alors, d'accord. On n'a pas bien pigé. Attention quand même, si on n'est pas clair, on va se faire niquer, les gars. Les femmes, il y en a des malines quand même là-dedans. Il y en a qui lisent des livres et tout. Attention à ça. Alors, si on veut un discours plus clair, on a quand même ce monsieur qui n'est pas féministe. Pas du tout, de pire en pire. Non. Vous n'êtes pas du tout féministe ? Non, monsieur, non. Pourquoi ? Parce que plus on leur en donne, plus elles en veulent, cher monsieur. Vous le pensez sérieusement ? Sérieux, c'est vrai. Vous l'avez expérimenté ? Oui, entre autres, oui. Et pourquoi pas vous ? Qui promène le chien ? Qui vide les poubelles ? Qui fait la vaisselle au bout de 2 ans de mariage ? Enfin, on pose les bonnes questions. Mais on leur donne jamais la parole aussi. Ça fait quand même bien plaisir de voir où on en est. Parce que pour jouer les chiennes de garde, il y a du monde. Mais pour prendre des Brutus, il n'y a plus personne. Alors ça va bien. Louise Michel, pendant qu'elle faisait la Révolution, qui c'est qui faisait la vaisselle ? C'est Michel. Monsieur Michel, faites pas semblant de ne pas comprendre. On n'en parle jamais. Il n'est pas dans les livres d'histoire. Pauvre homme. Alors le féminisme, ça va ? Alors le féminisme en tant que tel, non. Elles exagèrent. Plus on leur en donne,
tuer les enfants. Regardez les couples maintenant, tout le monde divorce. Tout le monde divorce et c'est de la faute des femmes. Et où sont les hommes? Ils sont où les hommes? Mais moi je suis célibataire, j'ai pris le choix, moi c'est un choix. Oui, c'est un bon choix. C'est un bon choix parce que disons comme technique pour pécho, c'est pas la meilleure. Au premier encart, si vous dites, je te préviens, c'est pas moi qui l'ai sur les poubelles. Puis le chien, c'est pas moi non plus. Disons que le célibat est plutôt adapté à ce monsieur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les femmes pensent du féminisme? Parce que là, on a quand même entendu que des hommes. Alors laissons le mot de la fin à une femme. J'aime pas le côté agressif de toutes les féministes. Toutes les féministes sont agressives? Je trouve. Dans l'ensemble, je trouve qu'elles sont assez agressives. Finalement, elles décriminalisent toutes les femmes, en fait. Et vis-à-vis des hommes, ça les agace. Donc, ce qu'il faut pas, c'est les agacer. Voilà. Vous arrêtez d'agacer, parce que vous êtes vraiment très très agaçante. Arrêtez de nous casser les couilles, littéralement. À moins que ce soit juste de la légitime défense, vu comment depuis des millénaires, on vous casse les ovaires. Guillaume Meurice, merci Guillaume. À 17h42 sur France Inter, en compagnie de Serge Joncourt, qui publie Chien-Loup chez Flammarion. Avant d'en reparler avec Juliette, voici cet autre sujet. Dans le Gard, les habitants se préparent au retour du loup, dont le gouvernement avait pourtant autorisé l'abattage pour réguler la population. Mais il s'agit d'une dérogation. Le sujet est complexe. Ouais. Dans les Pyrénées, les habitants recensent les attaques d'ours et se demandent si c'était une bonne idée de les réimplanter. Ce sont des questions ancestrales, mais aujourd'hui, quel est notre rapport à ces animaux sauvages? Ce rapport a-t-il changé? Rapport à la préhistoire, par exemple, au hasard. Non mais arrêtez, je vois pas pourquoi on en fait tout un plat de mammouth de cette morte. On s'attroupe, on s'attriste. Mais bon, ça arrive tous les jours de se faire bouffer par une bête. C'est pas une bête qui l'a tué. Bien sûr que si. Moi, si je peux me permettre, je suis un peu de l'avis de tout le monde. C'est une bête qui l'a tué. C'est pas une bête. Si, c'est une bête. Et là, si les bêtes se mettent à attaquer dans les grottes maintenant... Mais arrêtez avec vos bêtes. Vous voyez bien qu'elle est entière. Un animal, il l'aurait mangé. Bah, sauf s'il sort de table. Ou qu'il est anorexique. Mais enfin, on a tous des proches qui se sont fait bouffer. Les animaux, ils mangent les corps. Dominique Besnéard, Pef et Jean-Paul Rouve dans Rrr, le film d'Alain Chabat. Alors Serge Joncourt, deux de vos personnages, Lise et Franck, le couple qui vient passer ses vacances dans le gîte isolé en haut de la colline, vous dites à un moment, c'est dans la bouche de Franck, le personnage principal, quand il s'aventure un peu plus loin dans l'envie de faire un pique-nique un peu aventureux, avec Lise, il se faisait l'effet de 2 chats d'appartement qu'on venait de lâcher pour la première fois en pleine jungle. Dans votre livre, il y a des animaux, des bêtes sauvages qui planent. Est-ce que vous reposez la question de notre rapport contemporain aujourd'hui aux animaux sauvages, aux animaux qui nous font peur, dont on se demande si on les réimplante, si on les abat pour réguler la population, entre guillemets, les loups, les ours, etc. Ah oui, complètement. Enfin, moi, c'est pas une réflexion sur le monde animal, mais c'est quelque chose qui me préoccupe d'une façon permanente. D'ailleurs, même cette distinction, il y a les hommes et il y a les animaux. Moi, je suis sûr que si vous demandez à mon chien s'il est fier d'être comparé à un crapaud, une libellule ou un hérisson, il ne sera pas content. Non. Il se la raconte un peu, votre chien, quand même. Oui, mais il n'a pas tort, quoi. Tout ça, c'est plus compliqué que ça. De la même façon que la sauvagerie... je l'appelle chien-loup parce que cette part de sauvagerie, elle est tendue. Je veux dire, il suffit de voir les images de manifs, il suffit de voir le fil Twitter, même le sien. Je veux dire, dès qu'on poste une image, il y aura toujours quelqu'un pour agressivement venir tenter de vous mordre, quoi. Et en même temps, c'est sortir de cet idéalisme que les animaux, c'est une sorte de sphère pacifiée où ils ne font que s'aimer. Quand on va se balader là-dedans, et ce qui est intéressant avec ce cause vert, c'est que c'est des territoires où il n'y a pas de culture à proprement parler. Donc c'est des territoires, on pourrait dire, ensauvagés. Enfin, il n'y a pas que le cause vert, il y en a d'autres, dans les Cévennes. Bon, voilà. Et là, c'est un peu le monde des animaux parce qu'il n'y a rien à y foutre, il n'y a pas de boulot, quoi. C'est-à-dire que ces héros, ils ont presque oublié qu'il restait une nature sauvage qui pouvait leur être hostile. Complètement, je pense qu'ils ne le savaient pas. Enfin, leurs vacances, ils allaient plutôt au bord de la mer, etc. C'est la première fois qu'ils se posent dans ce territoire comme ça. Alors, perdu, ça va pas plaire à ceux qui y habitent, mais pardon, c'est un peu le cas quand même, quoi. Mais difficilement accessible. Et puis voilà, il n'y a pas énormément de routes. Donc, si vous voulez, la nuit, vous entendez les chevreuils aboyer, comme à la première scène du roman, parce que les chevreuils aboient, et ça, on ne le sait pas toujours, mais ça, ils le découvrent. Bon, voilà. Et puis, la nuit, vous avez aussi ces sangliers, là, qui rafutent, qui descendent dans la vallée, les chevreuils qui vont boire. Enfin, tout ça, c'est une vie qui, moi, par moment, me fait dire, quand je me retrouve là-dedans, au milieu de ça, qu'est-ce que je fous là? Je suis 16 quoi.
Et c'est pour ça que je suis un peu désespéré et en colère d'une façon naturelle, quoi. Considérer qu'on est en train de foutre tout ça en l'air, quoi. C'est leur monde avant tout, quoi. Ils sont bien plus nombreux que nous. Et d'une certaine façon, je crois que cette colère, elle est un peu partout. On l'observe dans la rue, en moi, chez vous. Enfin, parce que c'est la première fois que l'homme prend cette mesure-là, à considérer qu'il y aura une fin du monde. Elle ne viendra pas d'une astéroïde, de la Bible, des invasions centrales ou quoi que ce soit, mais elle viendra de moi, de toi, de vous. À force de laisser couler l'eau quand je me lave les dents, à force de prendre l'avion pour aller en République dominicaine en vacances, à force de rouler avec mon diesel, oui, parce que le diesel, c'est une part d'orgueil. Quand on roule avec un diesel, on a le sentiment au moins de rattraper quelque chose sur le monde en marche, quoi. C'est la seule part. Non, mais je dis ça, mais c'est sérieux, quoi. Vous savez, le diesel, il y a un moment, c'est le truc. Et en même temps, il n'y a pas de plan B pour le diesel. Il faut aller à la pompe, quoi. Le système D à la campagne, c'est quelque chose qui existe. Hein. Chez mes parents, s'il y a un problème de fuite, on ne va pas appeler le plombier, on va appeler le voisin, je ne sais pas quoi. Enfin, tout. Il y a plein de légumes dans le jardin, c'est pas la peine d'aller chez Carrefour. Enfin bon, voilà. Mais le diesel, ça, on peut pas. Enfin, le voisin, il ne sait pas encore le fabriquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est la part incontournable. Là. C'est aussi ce monde-là que vous décrivez. Et on se rend compte, quand on regarde la presse régionale, que ces problématiques de loups, d'ours, etc., sont à la une de ces journaux-là, que nous, en ville, ou surtout à Paris, on voit beaucoup moins fleurir. Et cette fracture territoriale, on la sent comme ça aussi. Ah oui, carrément. Alors, allons-y à Orsières-le-Bas et Orsières-le-Haut, au sud de la colline, dans le roman de Serge Joncour, Chien-loup, paru chez Flammarion et lu aussi par Juliette Arnaud. Alors, Serge Joncour, les enfants disent qu'un bon livre, c'est un livre où il y a un chien ou un loup. Bon, bah du coup, vu votre titre, coup double. Là où c'est gâché, c'est que ce livre ne s'adresse pas aux enfants, pas du tout. Hein. Est-ce que vous auriez l'idée de mettre des enfants devant Chien de paille de Sam Peckinpah 1971 ou devant Délivrance de John Boorman en 1972 Ceux qui répondent que oui, n'hésitez pas à vous inscrire également au stage de développement personnel de Nordal Lelandais. Des thèmes communs entre votre roman et ces deux films, il y en a des tas. À chaque fois, c'est des citadins à la campagne, face à la nature, et puis il y a l'irruption de la violence dans des paysages pastoraux, bucoliques. Et puis il y a aussi la figure de l'idiot du village, hein, le joueur de banjo dans Délivrance, et votre simple, chez vous, Monsieur Joncour, qui d'ailleurs, grâce à cette qualité d'être simple, évite la guerre de 14. Il y a aussi l'idée de la horde, de la bande, des gens dangereux dans les deux films, et chez vous, ce sont des animaux. Et puis, il y avait un couple aussi chez Peckinpah. Alors, il est plus âgé dans votre roman. Franck et Lise, respectivement producteurs de cinéma, elles, actrices, sont fatiguées de leur métier. Elle, manifestement, beaucoup plus que lui. Elle le dit, elle-même, elle le revendique, et elle souhaite pour des vacances cette maison étrange, isolée, typiquement le genre où dans les films d'horreur pour ados, si tu dis à la tombée de la nuit, bon, bah, je vais aller visiter le grenier. Eh ben, on sait que ton personnage, il va crever assez rapidement. Donc, cette maison si isolée, en haut d'une colline, que ton téléphone, il est même pas en edge. Il est en rien. Au mieux, ton téléphone, il te donne l'heure. Franck, il en est carrément à entendre des sonneries fantômes, tellement il est angoissé à l'idée de ne pas capter. Alors Lise Bressan, et vous l'écrivez, cette colline était une île, ils y seraient totalement seuls, perdus, elle savait qu'ils y seraient heureux, ou alors ce serait l'enfer. Franck, au début, il est moins dans l'alternative. C'est l'enfer. Tout ce silence qu'il vit comme un vide l'oblige à ressasser ses inquiétudes de boulot. Franck, le producteur de cinéma qui a moins la cote ces dernières années, remâche ses angoisses. Et là, une différence parmi d'autres avec les deux films, très intéressante, le couple chez Peckinpah était en âge de se reproduire. Franck et Lise ne l'ont pas fait se reproduire. Et ces abrutis d'associés trentenaires à Franck lui ont d'ailleurs fait savoir que, et je vous cite, ne pas avoir d'enfant était une tare et excluait du grand mouvement du monde, que ça excluait du cycle du vivant. Franck a encaissé, il n'a pas su rendre le coup porté. Alors lorsqu'apparaît le chien, le loup, un peu des deux, du titre, eh bien réapparaît aussi chez Franck de sa capacité d'agressivité et de défense. Et là, à nouveau, ça fait une réminiscence avec Chien de paille. Souvenez-vous de l'affiche où on voit la bonne bouille de Dustin Hoffman, sauf que le verre de ses lunettes d'intello est brisé. Le chien-loup que, bien sûr, Franck veut appeler Alpha. Ah bah oui, c'est un garçon. Et là, Élise, la fille, elle veut l'appeler Bambi. Hein, les hommes, les femmes, deux planètes. Ah oui, autre nette différence. Chez vous, Serge Joncour, il y a des femmes. Et c'est pas des pitoyables victimes comme chez ce grand misogyne de Peckinpah où
Dans la barque de délivrance, il n'y a personne. Il y a Lise, qui n'a pas peur ni du grenier ni des bêtes, et Joséphine, personnage de l'autre récit, celui de la même colline, mais en 1914. Joséphine qui cherche et trouve son répit, je vous cite, « Au moins dans ces prairies, elle n'était plus une veuve de guerre, ni une vieille fille. Ici, elle ne se sentait rien d'autre qu'elle-même, sans quoi que ce soit qui la désigne ou la condamne. Bref, des femmes qui trouvent la paix. The times they are changing, my friend. » Et le chien loup alors, Alpha ou Bambi ? Les enfants choisiront certainement Bambi et ils auront raison. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Merci beaucoup, parce que c'est une lecture qui m'a fait complètement revivre tout mon roman. Cool. Non, mais parce que bon... oui, alors délivrance, c'est vrai que c'est une forme d'histoire qui me hante, et c'est aussi parler de ces territoires, parce que souvent on a la tentation de déplacer nos actions, nous, auteurs, scénaristes français, aux États-Unis, parce que là-bas il y a des territoires sauvages, mais enfin il y en a ici aussi, il suffit de prendre le TER et de pousser un peu son diesel, voilà. Il y a des territoires où on peut se paumer, on peut marcher pendant 2 jours sans croiser personne, quoi. Et après le rôle des femmes, oui, moi il y a une forme de constat que je fais. Enfin bon, sur 14, le rôle des femmes, évidemment, on parle toujours des poilus parce qu'ils étaient sur toutes les illustrations. Vous leur rendez bien hommage à toutes ces femmes qui ont remplacé les hommes. Quoi. Alors que la zone de front, c'était 1% du territoire, même pas. Le reste, c'était les femmes qui portaient ce monde à bout de bras, qui ont assuré les moissons dès le mois d'août 14, qui ensuite ont assuré les vendanges, qui ont élevé les mômes, enfin bon, et qui ont en plus nourri les bêtes pour qu'on les monte comme ça, 25 000 vaches par jour qu'on amenait sur le front. C'est-à-dire qu'elles élevaient des bêtes qu'elles mangeaient même pas, on les montait là-haut. Et après ça, même pas le droit de vote, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Là, évidemment, on commémore, c'était très bien de commémorer. Mais pareil, pas un mot sur les femmes, quoi. Et on n'a pas commémoré les bêtes non plus. Et alors, bon, voilà... Ça, non, toutes les bêtes, parce que vous en parlez longuement dans votre roman, toutes les bêtes qui ont produit l'effort de guerre. Qui ont été réquisitionnés, qui ont été mobilisés, c'est-à-dire les chevaux, les chiens, qui devenaient d'un seul coup ambulanciers, qui tiraient, on faisait tirer des pièces d'artillerie à des chiens, enfin tout ça. Sans parler sur des zones de feu où on peut imaginer que les oiseaux, ça se passait pas bien pour eux. Et puis ces chevaux, nous Français, on propulsait sur les tanks allemands. Enfin bon, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de l'hommage ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un chien qui se plaint que... Non, mais c'est parce que c'est peut-être eux qui ont raison. L'hommage, c'est typiquement humain. Non, mais en revanche, d'y penser, et ça fait plaisir de lire dans un livre de lire que quelqu'un se rappelle qu'il y a des millions de chevaux qui ont crevé leur peau pour des êtres humains. Et dans ce livre, Chien loup, si on peut prendre 2 secondes pour penser à eux. Il y a aussi des lions avec de la barbaque sanguinolente, parce que le dompteur est obligé de se procurer des kilos et des kilos de barbaque pour nourrir ses lions. Ça fait aussi partie de l'intrigue de Chien loup, paru chez Flammarion. Et on voulait aborder, pour terminer ces sujets avec vous, le fait que de plus en plus de gens souhaitent se déconnecter d'Internet. C'est un article paru sur le Huffington Post aujourd'hui. C'est aussi la une du Télérama qui sort demain et qui se demande si le smartphone ça rend con. C'est vrai que votre personnage de Franck, parisien, producteur de cinéma, qui suit sa femme, par amour, pour passer des vacances complètement déconnectées. Juliette décrivait le vide. C'est quelque chose... Reposez votre question. Est-ce qu'il faut 24 heures pour se sevrer ? Voilà la question. Oui, parce que pour l'alcool ou la cigarette ou n'importe quelle drogue, c'est beaucoup plus que 24 heures. Vous nous certifiez qu'en 24 heures, la période la pire addictive est passée ? Écoutez, on y va tous à Noël. On va voir ce que ça donne. Oui, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et s'il faut marcher pendant 3 heures pour aller jusqu'au village, alors qu'il fait -5, je vous assure que ça s'œuvre. Oui, il veut trouver un cybercafé absolument, et pour imprimer des scénarios, c'est très très difficile aussi. Serge Joncourt avec nous, et on va vous proposer. Vous allez peut-être vouloir nous produire, on ne sait jamais, si on vous fait faire un sketch. Et oui, en fin d'émission, on propose le sketch à l'invité. Attention, vous tombez un bon jour, parce qu'Agnès Buzyn est venue ce matin nous dire que les préservatifs seront remboursés sur ordonnance. Donc, il va falloir qu'on aille chez son médecin, et donc ça va faire des cas de figure assez originaux pour aller avoir l'ordonnance à boîte à préservatifs. Vous êtes docteur Joncourt, et différentes personnes passent dans votre cabinet. Parfois, la prescription du préservatif peut être compliquée. Docteur, j'ai pas le moral en ce moment. Ben, je comprends, c'est tout à fait normal. En novembre, on a tous un petit coup de mou. Non, mais voilà, c'est pas vraiment un coup de mou, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Voilà, est-ce qu'il est possible de me prescrire de la vitamine D? Non, des... Ah oui, des antidépresseurs. Non, du plastique. Du plastique, mais pour emballer quoi? Ma bite Pardon, excusez-moi. Oui, vous voulez des préservatifs? Voilà. Je vous ai demandé.
La prescription médicale du préservatif peut parfois être très gênante pour le patient. Oui, alors écoutez, j'ai bien regardé vos analyses et... Oh non, putain, je vais mourir, c'est ça? Il va mourir, papa. Mais non, ma chérie, n'est-ce pas, docteur? Non, mais non, c'était pas ça. Ah, merci, docteur. Dites-moi ce qui va pas. Écoutez, ça a l'air d'aller. Je vais juste vous prescrire une boîte de préservatifs. Pardon? Oui, une boîte de 12 préservatifs, ça devrait suffire, je pense. Papa, c'est quoi un préservatif? Non, c'est rien, ma chérie, c'est juste un grand ballon. Mais vous êtes sûr, docteur? Oui, il faut qu'il en utilise un le matin et si ça perdure, un autre le soir. Oh non, pas matin et soir quand même. Si, il le faut. Ah oui, c'est un traitement lourd, là, quand même. Oui, alors faites bien attention, quand vous en prenez un, il y a des risques de somnolence derrière. Donc évitez de conduire après. Ah, d'accord, je ferai attention alors. Maman, je pourrais avoir un préservatif, moi aussi? Oui, on verra plus tard, ça. Et parfois, c'est très fluide. Docteur, j'ai pas le moral en ce moment. Eh ben, je vous mets une boîte de 12 préservatifs, ça ira mieux. Non, mais enfin, c'est pas ça, je suis vraiment déprimée, quoi. Ah ben, une boîte de 24 alors. Non, je suis au fond du trou. Eh ben, je vous mets un petit peu de lubrifiant en plus, si vous voulez. Oh là là, non, je veux juste du Lexomil, quoi. Ah. Je veux plus entendre parler d'hommes. Ben, je vous mets des boules caisses, excusez-moi. Pardon? Non, rien, c'est une blague de médecin. Bon, donnez-moi quelque chose qui m'apaise avant de m'endormir. D'accord, alors je vais vous prescrire toute l'œuvre de Serge Joncourt. Et qui m'aide à m'endormir? Alors je vous rajoute le dernier, Christine Angot. Il s'en tire bien, le compliment. Serge Joncourt, vous êtes formidable en acteur. Oui. Vous jouez hyper bien. Eh ben, écoutez, on y était. La barre est haute, hein, donc j'essaie de... Merci beaucoup, Serge Joncourt. On était en tout cas ravis de découvrir votre roman Chien-loup, paru chez Flammarion. Et puis on vous croisera dans toute la France, car vous êtes bien connu pour aller sillonner les librairies et les salons. Donc allez rencontrer Serge Joncourt et discuter avec lui de ce magnifique roman. Merci beaucoup. Merci beaucoup autour de cette table. Juliette Arnaud, Constance, Alex et Guillaume. On va se retrouver demain, bien sûr, avec le chanteur breton Dénès Prigent. Et on va laisser le mot de la fin à l'un des intervenants de Guillaume. Qui promène le chien, qui vide les poubelles, qui fait la vaisselle au bout de 2 ans de mariage? Avec le pack Open Up Fibre Orange,